Bonsoir ou rebonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez. On passe donc la soirée ensemble sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, dispositif exceptionnel pour découvrir avec vous, Olivier, et avec l'ensemble de nos invités sur ce plateau, les résultats des élections régionales d'une part, des élections départementales d'autre part. Dans un petit quart d'heure, nous zoomerons sur chacun des 12 départements de notre région. Mais pour l'instant, restons à l'échelon régional. Je vous propose d'abord d'accueillir Éric Piolle, qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes donc le maire de Grenoble, le maire écologiste de Grenoble. Avant de vous donner la parole, on va écouter la fin du discours de Fabienne Grébert. Elle a pris la parole il y a un quart d'heure, 20 minutes. Elle est en deuxième position ce soir, Fabienne Grébert, loin, alors très loin de Laurent Wauquiez, mais c'est tout de même une deuxième position pour le parti Europe Écologie Les Verts. On l'écoute. Ce soir, nous pouvons changer la donne en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce soir, nous devons à nos électrices et à nos électeurs de nous rassembler pour leur offrir une victoire le 27 juin. Ce soir, nous devons aux abstentionnistes de nous unir pour leur montrer que le système politique dont ils se détournent, nous le contournerons. Ce soir, j'ai la responsabilité de rassembler toutes les forces citoyennes, les forces de gauche, les forces écologistes et humanistes, tous ceux qui aspirent à la justice sociale et à la justice environnementale. Nous le contournons pour leur offrir une alternative politique, un projet pour le climat, un projet de justice sociale, un projet de nouvelle donne économique, un projet d'avenir. Ce soir, nous devons aux habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes de se rassembler et de rassembler toutes celles et ceux qui refusent de laisser la région à la droite extrême et à la droite du Rassemblement national. Éric Piolle, bonsoir. Bonsoir. Tout à l'heure, avec Marie, on écoutait le début du discours de Fabienne Grébert, qui est votre candidate, et on était quand même un peu surpris par cette banane. Elle souriait, comme si finalement elle avait fait une super performance. Or, elle reste quand même pratiquement à 30 points de Laurent Wauquiez ce soir. Oui, il y a de fait une prime aux sortants très forte dans toutes les régions, quelle que soit la couleur politique d'ailleurs. Après, il y a une poussée aussi des écologistes qui font plus que doubler leur score. Là, on était, je pense, à 6% en 2015, donc là, c'est 9 points de plus, 2 fois et demi le score de 2015. Donc, il y a une réelle poussée. Et puis, il y avait aussi, puisqu'il y avait 3 offres politiques à gauche et écologistes en région Aura, comme dans les Pays de la Loire, comme en Île-de-France, il y avait aussi qui allait arriver devant. Et dans les 3 cas, c'est les écologistes qui arrivent devant. Très clairement, vous êtes en position de force dans ces négociations qui s'ouvrent maintenant ? Oui, après, vous l'avez dit, on reste très loin de Laurent Wauquiez, mais il ne faut pas oublier que l'abstention est colossale, vraiment colossale, et que pour les écologistes, ça veut dire aujourd'hui que nous devons aller parler, mobiliser tous ceux qui veulent ce changement. Il y a par rapport à cette réponse aujourd'hui d'un modèle néolibéral, une réponse d'extrême droite, une réponse écologiste. Nous devons faire plus pour mobiliser ceux qui veulent reprendre en main leur avenir. Dans son discours tout à l'heure, Fabienne Grébert parle d'un système cynique. Expliquez-nous. Oui, je trouve que ça a été la marque de Laurent Wauquiez pendant tout le mandat, une communication à outrance qui a fait que... Ça veut dire qu'on va avoir une campagne région... d'entre-deux-tours qui va être particulièrement, je dirais, agressive cette fois-ci ? Ce qui n'a pas été le cas sur la campagne de premier tour. Je ne sais pas si agressif, c'est le terme. Chacun fait avec son style politique. Et notre style n'est pas un style agressif. Mais par contre, il y a 2 confrontations d'offres politiques qui sont diamétralement opposées entre le fond politique, mais aussi les pratiques de Laurent Wauquiez et les nôtres. Monsieur Piolle, on va aussi quand même regarder plus tard, sans doute demain, parce qu'on aura des résultats beaucoup plus précis, sur notamment le vote en fait Europe Écologie Les Verts hors métropole. Il y a quand même un enjeu pour votre parti sur comment aujourd'hui arriver à s'implanter dans des zones qui sont, on va dire, la France périphérique, qui sont des villes moyennes, voire des zones rurales où votre discours ne passe pas.
Ça, c'est votre analyse. C'est mon analyse, exactement. Oui. Non, mais si nous regardons les résultats des municipales, ça n'a pas été le cas. À Grenoble, non seulement nous avons obtenu 47% au premier tour, mais à Grenoble, dans les villes autour. Ouais. Mais dans les villes autour, nous avons également emporté des villes de 15 000, 10 000, 7 000 habitants, des villages de moins de 1 000 habitants. Donc il y a une poussée qui est évidemment moins visible parce qu'elle a été écrasée par le score dans les très grandes villes, les villes plus de 100 000 habitants, où c'était la première fois, après Grenoble en 2014, la première fois qu'il y avait des électrices et des électeurs qui choisissaient de mettre des écologistes à la tête de ces grandes villes. Mais même en banlieue parisienne, à Savigny-sur-Orge, à Colombes, à Arcueil, tout ça, ce sont des villes écologistes maintenant. On a un peu l'impression quand même aussi, quand on entend ce discours-là, que les écologistes s'affranchissent d'une certaine manière du principal message de la soirée, à savoir la participation. Non, l'abstention est très... Non, pas du tout. Je pense que le premier vainqueur, c'est l'abstention. Et c'est pour ça que ce que je vous dis, c'est que la responsabilité des écologistes, c'est maintenant d'aller mobiliser des gens qui marchent pour le climat, qui marchent contre les violences faites aux femmes, qui marchent pour cette société de justice sociale et pour des vraies politiques environnementales, mais que pour l'instant, ils ne passent pas au vote, en tout cas lors de ces élections. Et donc ça, c'est notre responsabilité d'affûter notre discours et notre façon d'aller parler à tous ces gens. Alors, on a une image en direct de la préfecture où on attend Najat Vallaud-Belkacem. On avait l'image. On a raté l'image. On attend Najat Vallaud-Belkacem qui va prendre la parole dans les minutes qui viennent. Certainement, on va essayer de rattraper le direct pour pouvoir vous la diffuser. Éric Piolle, vous parlez de cette poussée des écolos sur cette élection. Vous semblez presque le premier surpris, comme Fabienne Grébert, ce sourire. Non, moi je ne suis pas du tout surpris. Je construis cela. Moi, je me suis engagé tard dans la vie politique. J'ai travaillé 18 ans dans l'industrie. J'étais cadre dirigeant donc dans une autre vie. Je me suis engagé il y a une dizaine d'années avec cette conviction que l'écologie politique ne pouvait plus être un contre-pouvoir ou des lanceurs d'alerte, devait maintenant fédérer derrière un projet et accéder au pouvoir. C'est ce qui s'est passé à Grenoble. Nous étions les premiers en 2014, donc je ne suis pas surpris de cette poussée. C'est un cran de maturité politique qui petit à petit se fait, qui s'est fait au municipal là de façon massive et qui franchit un cap également à l'occasion de ces régionales parce qu'il y a deux régions, les sortants sont très très forts partout, mais il y a deux régions où ça peut bouger, c'est dans les Pays de la Loire et en Île-de-France et probablement dans ces deux régions, si ça bouge, ça bougera pour des présidents de régions écologistes, Mathieu Orphelin et Julien Bayou. On va vous montrer cette image, vous aussi Daniel, l'image que vous vouliez montrer tout à l'heure Marie, c'est l'image en fait du grand escalier de la préfecture de région où sont amassés un certain nombre de confrères qui attendent l'arrivée de celle qui pour l'instant est la grande muette, je vais dire, de cette soirée électorale, c'est Najat Vallaud-Belkacem. Vous voyez donc en fait l'ensemble des médias qui attendent, qui sont là parce que on attend effectivement la venue de la tête de liste socialiste qui pour l'instant, d'après ce que je regarde sur mon moniteur, n'est pas encore là. Daniel, un mot sur ce que nous dit Éric Piolle depuis un instant. Très clairement, ce soir, on a confirmation que Europe Écologie Les Verts devient le leader, on dirait, d'un potentiel pôle de gauche. Europe Écologie Les Verts est peut-être en train de devenir l'axe central autour duquel s'articulera la gauche de demain. Voilà. C'est l'objectif. Éric Piolle parlait d'un travail qu'il fait depuis quelques années, ouais. Et avec d'autres. Et effectivement, leur objectif, c'est cela, c'est de devenir le parti pivot des gauches. Et bien, effectivement, dans ces trois régions qu'il citait, c'est bien ce qui est en train de se produire. Avec un potentiel candidat à la présidentielle en 2022, Éric Piolle. Plus. Bon, on verra ça après les régionales. Ouais. Et je redis quand même un petit détail. L'écart entre la liste Wauquiez et l'ensemble des gauches est énorme, mais l'ensemble des gauches fait un peu plus que ne l'indiquaient les sondages ces derniers jours. Entre 4 et 6 points de plus. Bon, donc, il n'y a pas un effondrement des gauches en Auvergne-Rhône-Alpes, à voir si effectivement la fusion de trois listes va générer une dynamique ou non. Et je vous propose de retourner voir ce qui se passe chez le grand favori, chez Laurent Wauquiez, avec Camille Da Silva, qui est toujours sur place. Alors, je crois qu'il ne se passe plus grand-chose, Camille, tout de suite à 22h24. La sobriété prime ce soir, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure.
Oui, la sobriété prime, mais vous avez raison, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Il ne se passe plus grand-chose. La soirée ici est désormais terminée. Elle a été brève. Après une courte déclaration de moins de 5 minutes, Laurent Wauquiez s'est retiré avec son équipe de campagne pour célébrer ce très bon résultat. Vous le disiez, de manière très sobre, dans une salle qui se trouve juste derrière moi. Ils sont depuis partis il y a environ 30 minutes. Pas de passage prévu en préfecture pour le président sortant qui veut jouer donc la carte de la sobriété. Toujours, en tout cas, pour ce premier tour, on a vu beaucoup de sourires, mais pas d'effusion de joie. Les quelques élus présents ont insisté sur le fait que la campagne n'était pas terminée et qu'ils comptaient dès demain retourner sur le terrain pour convaincre les abstentionnistes de venir voter. En attendant de transformer l'essai dimanche prochain, Laurent Wauquiez avait quand même, malgré les discours prudents de son équipe, enfilé le costume de président au moment de s'adresser à la presse en se disant très touché et conscient de ses responsabilités. Merci beaucoup Camille. Et pendant ce temps-là, ça rigole sur ce plateau. Et vous vouliez réagir, Daniel? Non, c'était sur la soirée électorale très courte chez Laurent Wauquiez. Une petite note là aussi. Laurent Wauquiez sait très bien qu'un combat n'est gagné qu'à l'issue du deuxième tour. Et il va, croyez-moi, mobiliser ses troupes pour bien préparer le second tour. Allez Daniel, je vous coupe pas la parole, mais on la passe à Najat Vallaud-Belkacem qui arrive donc en préfecture. Vous le voyez, elle va faire une déclaration, c'est sa première prise de parole de la soirée. Et on va l'écouter en direct. On va peut-être rappeler son score, en tout cas dans nos estimations. Son score qui était donné donc tout à l'heure un peu plus de 11% donc des suffrages, des intentions de vote. Et on va écouter Najat Vallaud-Belkacem. Bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est difficile de commencer un commentaire de cette soirée sans déplorer évidemment le taux d'abstention absolument historique et le fait que 2 électeurs sur 3 soient restés chez eux aujourd'hui. Déplorer aussi les nombreux dysfonctionnements dans l'organisation même du scrutin. Tout de même, le nombre d'électeurs qui n'ont même pas reçu de profession de foi pour savoir de quoi il était question et comment se prononcer sur les différents candidats. Puis pour le reste, moi je me réjouis d'une chose, c'est que quand on regarde la situation au niveau national, le bloc social et écologiste est quand même en tête aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut retenir à mon avis, parce qu'on nous avait beaucoup décrit une situation dans laquelle n'existait plus que la République en marche d'une part et le Front National de l'autre. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, les cartes sont rebattues et nous prédisent autre chose pour la suite des événements. Pour ce qui est de la région, je prends acte du fait qu'au sein des forces de gauche, c'est Europe Écologie Les Verts qui est arrivé devant. Nous étions d'ores et déjà entendus avec le reste des forces de gauche au moment où je plaidais, moi, pour que nous fassions l'union dès le premier tour. Nous nous étions dit que celle qui arriverait la première des forces de gauche serait celle qui mènerait la liste au second tour. C'est donc aujourd'hui ce qui va se passer. Je peux vous dire que ce second tour, moi, je l'aborde avec énormément d'énergie, de combativité, parce qu'il faut qu'on aille déloger Laurent Wauquiez, puisque c'est de cela qu'il est question. Fabienne Grébert nous a consacré la semaine qui vient à convaincre le maximum d'électeurs. Je serai à ses côtés. J'espère que l'ensemble des forces de gauche sera à ses côtés. Fabienne Grébert est quelqu'un que personnellement j'apprécie, donc j'aurai en plus un véritable plaisir et enthousiasme à faire cette campagne à ses côtés. Et encore une fois, ce qu'il faut retenir dans cette histoire, c'est que la social-écologie, si on veut l'appeler comme cela, n'a pas dit son dernier mot dans notre pays. Je vous remercie. Voilà. Merci. Et bien voilà, on était donc en direct de la préfecture du Rhône pour entendre la première déclaration d'Najat Vallaud-Belkacem. Je voulais vous interpeller, Éric Piolle, sur la situation en PACA. Évidemment, on est en Rhône-Alpes, mais vous avez aussi des responsabilités nationales. Votre candidat se maintient donc au second tour, il l'a annoncé il y a quelques minutes, alors que la situation est extrêmement tendue entre le Rassemblement national et puis Renaud Muselier, LR. Comment vous réagissez à ce maintien ? Ça ne me convient pas du tout. Il y a un vrai risque du RN. Et c'est une question de dignité, dans ces cas-là, de se retirer. On ne peut pas compter sur des alliances d'autres qui viendraient abonder le score du président sortant. Nous ne pouvons pas faire ça. Il faut se retirer. Et j'espère que nos équipes, c'est les écologistes, mais également les socialistes et les communistes, sauront rediscuter cette position et changeront d'avis d'ici le dépôt des listes. C'est impossible, en fait, que nous prenions le risque de laisser une région au RN. Dépôt des listes, donc mardi 18h, on le rappelle. Merci. Merci beaucoup Éric Piolle. Merci vraiment beaucoup d'être venu.
Allez, on va à nouveau changer d'échelle, zoomer, resserrer le zoom sur les 12 départements de notre région, parce que oui, ce soir, il y a aussi les départementales qui comptent. Je vous propose d'aller voir de plus près ce que ça donne, et on va retrouver Charline Collet et Fabien Grandillon en Auvergne, Marie Michelier et Jordan Guéant dans les Alpes. Vous-même, Olivier, vous restez là, et Yannick Cusy va faire son entrée pour vous rejoindre et détailler les résultats en Vallée du Rhône. On se retrouve, nous, pour reparler des régionales d'ici une quinzaine de minutes. Départemental et retour de Yannick Cusy qui alors là est vraiment enseveli sous les résultats. Yannick, j'aimerais bien qu'on aille s'il vous plaît en Ardèche en fait pour qu'on puisse commencer à évoquer un certain nombre de résultats si vous les avez. Des résultats et puis surtout une tendance parce que c'est ce que vous attendez Oui. avec impatience. Alors je les ai les résultats des choix si vous les avez pas tout de suite sous la main. J'en ai plein mais je voulais vous donner la tendance avec ce que j'ai maintenant. Donc il nous manque à peu près la moitié encore des cantons. Donc c'est pour l'instant vraiment qu'une estimation. Mais pour l'instant c'est plutôt une majorité de droite sur la moitié de ce qu'on a comme Vous me parlez d'un département en particulier? Alors on a Annonay à droite, les deux cantons. Ardèche. Je parle de l'Ardèche. De l'Ardèche. Oui, c'est la question que vous me posiez tout à l'heure. Aurieux, Tournon-sur-Rhône, voilà. Bon, je ne peux pas vous refaire toute la liste, mais pour l'instant, ça penche un petit peu à droite, mais ça reste temporaire puisque on n'a pas tous les résultats. Voilà. Je peux vous faire le même petit calcul. En fait, pour l'instant, sur les 5 départements, alors la Loire est un petit peu à la traîne pour ce qui est des résultats, mais ça penche vraiment à droite sur les 5 départements, clairement. Justement, puisqu'on parlait de la Loire et puisque jusqu'à présent on n'avait pas donné de résultats sur ce département, j'aimerais bien savoir effectivement ce qui se passe sur la Loire pour que nos téléspectateurs puissent prendre connaissance des premiers résultats de ces départementales. Alors Roanne, allons-y. Roanne 1 tout d'abord. Le PS arrive en ballottage favorable avec 33,06% des voix devant les Républicains, donc à Roanne 1. Et en ce qui concerne Roanne 2, là aussi c'est le PS qui arrive en ballottage favorable. 36% des voix devant divers droites, les Républicains, 32% des voix. Voilà pour Roanne. Je peux vous donner le résultat aussi à Coteau. Au Coteau, oui. Au Coteau, pardon. 58,2% des voix en ballottage favorable pour les Républicains en Coteau, devant la liste divers gauche qui obtient 23,64% des voix. Et alors j'ai reçu d'autres Loirs, mais à l'instant, si vous me laissez juste le temps. Ou alors, écoutez, vous les cherchez, on va aller voir tout de suite Claire Exbraya, qui est en préfecture de la Loire à Saint-Étienne. Claire, vous avez entendu, vous les connaissez, ces résultats qui sont tombés. Là aussi, la tendance, c'est à une confirmation de ce qu'on disait depuis le début de cette soirée, à savoir une prime importante aux sortants. Oui, exactement, une prime importante aux sortants et une prime à la droite pour l'instant chez nous, en tout cas, qui serait en tête dans de nombreux cantons, comme à Montbrison, Charlieu, Firminy. On n'a pas encore les résultats pour le président sortant du département, président LR Georges Gigler. Les résultats ne sont pas encore arrivés sur Saint-Étienne 1. On peut noter l'effondrement du vote RN un peu partout, comme vous l'avez expliqué longuement avant. L'extrême droite se qualifierait dans seulement quelques cantons dans la Loire, comme à Saint-Chamond, Rive-de-Gier ou encore Charlieu. Et puis on peut dire que la gauche garderait la tête, en tout cas dans ces cantons bastions un petit peu. Yannick le disait sur Roanne 1, il y a également Roanne 2, et puis Saint-Étienne 2 et Saint-Étienne 3. À noter le bon score aussi de la gauche qui arrive tout de même deuxième à Firminy, alors qu'il y avait 2 listes de gauche. Merci beaucoup Claire Exbraya. On va vous donner aussi quelques résultats qui nous sont parvenus de ces départementales, cette fois dans le département de la Drôme. Dieulefit par exemple, Dieulefit. Ça vous ferait plaisir, c'est parti. Oui. Divers droite en ballottage favorable avec 57,1% devant un binôme Europe Écologie Les Verts qui obtient 42,8%. J'ai le résultat dans le canton de Valence 4 dans la Drôme. Divers droite UDI en tête avec 45,65%. Devant un binôme divers gauche Europe Écologie Les Verts qui obtient 23,2%. Toujours dans la Drôme, je vais essayer de vous donner Cray. Hop, je passe dessus, ça va plus vite. Un binôme divers gauche qui arrive en ballottage favorable, 54,37%, devant un autre binôme divers droite, Modem à Cray. Et puis, puisqu'on est dans la Drôme, on va également donner tout de suite Valence 2. Merci Félicie, parfait. Valence 2 qui obtient le résultat suivant. En ballottage favorable, le binôme divers droite avec 35,6% des voix devant LREM en ballottage également avec 23,34% des voix.
Je voudrais demander à Olivier Chevillard, le réalisateur de cette émission, de montrer juste cette partie-là du plateau. Je ne sais pas si vous pouvez avec la caméra large, parce que c'est assez étonnant. C'est juste pour montrer à quel point la soirée est compliquée aussi quand même pour Yannick, à quel point elle est fastidieuse. Il faut être super bien organisé pour ne pas se tromper d'un département à l'autre. Est-ce qu'on pourrait donner quelques résultats maintenant du Rhône, s'il vous plaît? J'ai eu peur. Alors, du Rhône, c'est parti. Ah oui, alors très important dans le Rhône, enfin très important, on en a parlé depuis le début de la soirée, c'est Val d'Oing. On voulait suivre la performance d'Antoine Dupéret qui avait fait son transfert des Républicains au Rassemblement National. Ça ne lui a pas porté chance, il est battu. Il obtient seulement 16% des voix. Alors dans ce canton de Val d'Oing, c'est les Républicains qui l'emportent, 38,99% devant la liste d'Hiver Gauche. Les deux sont en ballottage. Donc la liste d'Hiver Gauche Europe Écologie Les Verts à 33,3%. Brigné ? Allez, Brigné, puis ensuite on ira voir Frédéric Yop. Brigné, ballottage favorable pour les Républicains. 69,7% devant la liste PS Europe Écologie Vert, donc à 30%. Frédéric Yop, lui, passe sa soirée en préfecture du Rhône, à Lyon. Frédéric, vous avez entendu les résultats, vous en avez sans doute d'autres, parce qu'ils tombent énormément, là, les résultats, à 22h35 sur France 3. On l'a dit, on le redit, confirmation que le Rhône va sans doute rester un département à droite. Il y a même pratiquement plus d'enjeux. Alors oui, pratiquement plus d'enjeux. Le seul enjeu qui était pour la gauche, on va dire, avec le seul canton que la gauche avait conservé lors des dernières élections, c'est le canton de l'Arbrel qui risque fort, lui aussi, également de basculer à droite, puisque les résultats sont encore partiels. Visiblement, on a des difficultés avec le dépouillement de l'Arbrel, mais avec un dépouillement à 85%, il y a vraiment le duo LR, donc qui est estampillé majorité départementale, celle de Christophe Guillotot, qui est en tête à environ une trentaine de pourcents, avec juste derrière la liste dissidente centre, qui est Centre, et l'AREM, La République En Marche, le seul, je le répète, le seul candidat à l'AREM. Le binôme est à 29% à peu près. La candidate de gauche, Macaron, qui était donc la conseillère départementale un des binômes départemental de ce canton, serait à 5 points derrière. Donc on peut penser que globalement, c'est un canton qui va lui aussi rebasculer à droite. Merci beaucoup Frédéric. On va passer au département de l'Ain, Yannick. Oui, le résultat à Pont-d'Ain, Damien Abad, leader, président de groupe, les Républicains, je vais y arriver, et député accessoirement, arrive élu, voilà, c'est là que je voulais en arriver, élu avec 78... Ça y est, c'est le premier élu de la soirée. C'est le premier élu de la soirée. 78,9% des voix devant l'autre binôme Rassemblement National qui obtient 21,01% des voix. Voilà, on a un élu de ce côté-là. Dans l'Ain. Vous voulez d'autres résultats dans l'Ain, en Berry-en-Bugey ? En Berry-en-Bugey, c'est du ballottage. D'Hiver Droite en tête, 31,9% des voix devant la liste PCF-LFI qui obtient 25%. Eh bien, on va rejoindre Franck Grasso, qui lui est à Bourg-en-Bresse, en préfecture. Franck, là aussi, confirmation de ce que l'on pressentait dans cette soirée électorale. L'Ain, même si rien n'est joué, il y aura un second tour, sans doute une sursaut de mobilisation des électeurs, mais l'Ain devrait rester à droite dimanche prochain. Oui, j'aimerais apporter une information complémentaire concernant Ambert-en-Bugey, puisque c'est la droite dissidente en fait qui a pris en quelque sorte la place de la droite sortante et qui sera donc face à l'union de la gauche donc dimanche prochain. Alors effectivement, on s'achemine vers 9 duels droite-gauche, droite sortante, je veux dire, Attigna, Vona, Saint-Genis-Pouilly, Plateau d'Hauteville, Gex, Thoiry, Saint-Étienne-du-Bois, Césaria, Trévoux, donc Amberieu avec le cas qu'on vient d'évoquer, et nous avons 5 duels, du moins pour l'instant, puisque les dépouillements ne sont pas encore tout à fait terminés. 5 duels droite sortante Rassemblement National à Replonge, Meximieux, Nantua, Lagnieu et Villars-les-Dombes, dont on a beaucoup parlé ce soir. Et puis je vous rappelle aussi que le président actuel du conseil départemental, Jean de Guéry, sur Nantua, n'est pas élu alors qu'il a atteint 79% des suffrages. Il lui manque en fait 50 voix pour pouvoir atteindre les 25% des inscrits. Donc il est en ballottage favorable face au Rassemblement National, donc à Nantua. Merci Franck Grasso. Je voudrais qu'on revienne au département de la Drôme. D'autres résultats ? À Grignan, si vous voulez, pour vous donner le résultat, ballottage là aussi pour deux binômes, d'Hiver Droite en tête 41,16% et d'Hiver Gauche 33,3%. Et puis à Saint-Vallier, toujours dans la Drôme, ballottage favorable pour les socialistes, 54,5%. Et face à eux, un binôme Rassemblement National avec 16,13%.
Hugo Chaplon est en direct de la préfecture de Valence. Hugo, la gauche avait quelques ambitions sur le département de la Drôme, hein, vous nous l'avez expliqué en début de cette soirée. Ça semble compliqué pour dimanche prochain. Oui, ça ressemble un petit peu à la douche froide car la gauche est en ballottage favorable dans seulement 3 cantons, alors que la droite, pour le moment, est en ballottage favorable dans 11 cantons. 11 cantons, c'est le nombre de sièges qu'elle occupe au Parlement, à l'Assemblée départementale actuellement. Donc ça ressemble vraiment à une vague bleue. L'autre enseignement, c'est de dire aussi que le Rassemblement national va pouvoir se maintenir dans 2 duels, un qui l'opposera à une liste de gauche et un autre à une liste de droite, mais aussi que le Rassemblement national vraiment baisse énormément, notamment dans les cantons du Sud, qui leur étaient jusque-là assez favorables. Enfin, le dernier renseignement, un peu comme partout ailleurs, c'est cette abstention qui pourrait atteindre les 70% dans le département de la Drôme. Merci beaucoup Hugo. On va dans le département de l'Ardèche où on suivait notamment la candidature du député Hervé Solignac, ex-patron du département. Pardon, je vous ai mal soufflé, c'est Franck Soulignac dont je vous parlais à l'instant. C'est Franck Soulignac, c'est le directeur de campagne, Les Républicains. Donc comme on est dans la Drôme, je vous glissais cette petite info. Donc du coup, je vais jusqu'au bout. 61,4% pour Franck Soulignac en binôme, faut jamais oublier, avec Geneviève Girard, donc en ballottage favorable devant une liste d'hiver droite PS. Vanessa, on va la rejoindre tout de suite en préfecture de l'Ardèche. Vanessa, vous avez entendu ce qu'a dit tout à l'heure dans le petit calcul qu'a fait Yannick. Yannick semblait dire que le département de l'Ardèche était menacé pour le Parti socialiste. Non, on ne peut pas vraiment dire ça. Effectivement, la droite, quand elle était déjà majoritaire il y a 6 ans, conforte également sa position. Mais la gauche, quand elle est majoritaire, la conforte aussi dans les résultats qu'on a. Donc on peut dire que si on extrapole vraiment, on peut avoir une assemblée qui ressemblera à celle qui a été élue il y a 6 ans. Alors on parlait d'Hervé Solignac, justement, le député socialiste qui est également conseiller départemental sortant à Privas. Il fait son meilleur score au premier tour. Si on va au Teil, dans le canton Berguelville, le maire du Teil et sa colistière est en ballottage très favorable avec 50% de suffrages. Il sera contre le Rassemblement national comme il y a 6 ans. En Haute-Ardèche, les socialistes atteignent 50%. Ils ne sont pas élus, mais ils sont en très bonne posture, mieux qu'en 2016. Et puis, il y a cette histoire un petit peu étonnante dans le canton Rhône-Eyrieux, puisqu'il y aura un duel fratricide au second tour. Il y avait 2 candidats socialistes élus en 2015. Ils ont décidé cette fois-ci de partir séparément. Eh bien, ils se retrouvent ensemble au 2e tour. Un reconnu par la majorité sortante, un autre en candidat libre. On ne sait pas comment se jouera le rapport des voix. Le Rassemblement national, qui avait beaucoup misé sur ces élections avec beaucoup de candidats, pour l'instant apparaît très peu au second tour. Merci Vanessa. Daniel, vous êtes un observateur attentif depuis quelques minutes. Vous entendez nos échanges, vous entendez les résultats. Là aussi, quel enseignement? C'est pas toujours facile quand on parle des départementales de pouvoir en tirer des grandes lignes. Quel enseignement? On s'achemine vers une stabilité au niveau des départements. Donc pas de bascule politique dans notre zone. Et puis quand même des résultats. On a le sentiment quand même d'une droite qui est plutôt bien portante. C'est ce que disait Yannick tout à l'heure. Une absence de la majorité présidentielle. Et tout ceci donne le sentiment de vent défavorable pour la majorité présidentielle. Je renvoie à la thématique de la recomposition politique. Là, ce soir, j'ai l'impression que la droite et le centre-droit d'opposition ont quelques raisons d'être satisfaits avant de devoir affronter d'autres problèmes dans les temps qui viennent. Mais les vents sont défavorables pour la majorité présidentielle ce soir. Allez, je vous propose qu'on écoute maintenant l'interview du seul élu à l'heure actuelle, notamment dans ces élections départementales, à savoir le député de l'Ain, Damien Abad. La dynamique est toujours présente. Je pense que les habitants de l'Ain ont reconnu notre travail, notre implication. Nous avons fait beaucoup pour le département. Et ce soir, c'est le résultat de notre bilan, mais aussi de notre projet pour l'avenir. Maintenant, il faut rester mobilisé. Il y a un 2e tour. Il faut encore aller chercher des voix au 2e tour, convaincre des abstentionnistes, amplifier ce résultat et faire en sorte qu'on puisse remporter un maximum de cantons. C'est notre objectif. On a besoin d'une majorité qui soit claire, qui soit cohérente pour pouvoir continuer à travailler pour notre beau département de l'Ain. 22h44 sur France 3, la soirée électorale continue. Il reste encore 1 minute avant la fin de cette page départementale. Eh bien, cette minute est à vous. Romans-sur-Isère, vous aimez, je sais. Oui. Allez. Romans-sur-Isère, ballottage favorable pour le binôme d'hiver droite qui obtient 33,3% des voix. Face à lui, un binôme d'hiver gauche Europe Écologie Les Verts, 28,2% des voix. On reste dans la Drôme. Oui. Avec Nyon et Baronnie. Le PS arrive en ballottage
très favorable, 54,2% des voix, face à un binôme LR divers droite, 34,2% des voix. Le dernier résultat. Toujours la Drôme, allez, Drôme des collines. LR divers droite, en ballottage favorable, 58,9% des voix, face à un binôme Europe Écologie Les Verts sans étiquette, 23,7%. Merci beaucoup Yannick, merci beaucoup en tout cas pour ces présentations qui ont été pas faciles en tout cas, de ces résultats des départementales. Tout de suite, Marie Morin va nous rejoindre. On va continuer avec cette fois-ci les élections régionales. Voilà. Voilà, rebonsoir. Regardez, je ne suis pas venue toute seule. On accueille sur ce plateau Andrea Cotarac. On repasse à nouveau sur cette élection régionale. Avant de vous donner la parole, Andrea Cotarac pour le Rassemblement national, on va revenir sur la déclaration de Najat Vallaud-Belkacem, Olivier. Effectivement, c'était il y a quelques minutes en préfecture de région. Je vous propose de l'écouter. Je prends acte du fait qu'au sein des forces de gauche, c'est Europe Écologie Les Verts qui est arrivé devant. Nous étions d'ores et déjà entendus avec le reste des forces de gauche au moment où je plaidais, moi, pour que nous fassions l'union dès le premier tour. Nous nous étions dit que celle qui arriverait la première des forces de gauche serait celle qui mènerait la liste au second tour. C'est donc aujourd'hui ce qui va se passer. Je peux vous dire que ce second tour, moi, je l'aborde avec énormément d'énergie, de combativité, parce qu'il faut qu'on aille déloger Laurent Wauquiez, puisque c'est de cela qu'il est question. Fabienne Grébert est quelqu'un que personnellement j'apprécie, donc j'aurai en plus un véritable plaisir et enthousiasme à faire cette campagne à ses côtés. Et encore une fois, ce qu'il faut retenir dans cette histoire, c'est que la social-écologie, si on veut l'appeler comme cela, n'a pas dit son dernier mot dans notre pays. Voilà, Najat Vallaud-Belkacem qui veut déloger Laurent Wauquiez, qui est pour l'instant très loin devant tout le monde, avec presque 43% à l'heure qu'il est. On va écouter Laurent Wauquiez. Il a pris la parole en début de soirée. Écoutez sa réaction. Je crois à l'importance des caps clairs. Je crois à la nécessité d'avoir de la constance dans ses convictions et de s'y tenir. Je suis né dans notre région. Mes enfants y sont nés. J'aime notre région parce que j'aime son énergie et sa beauté. Parce que je suis convaincu qu'elle peut être notre socle. Parce que je suis convaincu que l'on peut porter notre région autour de belles valeurs. Le travail plutôt que l'assistanat. La promotion du mérite plutôt que le nivellement vers le bas. L'importance de la fermeté plutôt que le laxisme. La défense de notre mode de vie plutôt que le communautarisme. Ces valeurs qui peuvent se résumer en 2 mots tout simplement, le bon sens. Ce soir, c'est un choix net pour un cap clair. Et je veux remercier du fond du cœur tous ceux qui nous ont témoigné une si large confiance qui est allée bien au-delà de toutes les attentes. Cela me touche, moi et toute mon équipe. Et nous sommes conscients de nos responsabilités. Vous avez témoigné une adhésion forte dans notre région pour ce que nous avons voulu porter ensemble. Et je veux m'adresser aussi à tous ceux qui n'ont pas voté, parce que notre région a besoin de vous. Dimanche prochain, j'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin que ce soutien soit le plus large possible, parce que plus ce soutien sera large, plus notre région sera solide, pour tourner ensemble la page de cette crise et ouvrir une nouvelle espérance. Merci à tous et à dimanche prochain. Andrea Cotarac, bonsoir. Bonsoir. 30 points vous séparent de Laurent Wauquiez. Voilà, c'est une avance indiscutable. Qu'est-ce qui a cloché dans votre campagne ? J'entends Laurent Wauquiez parler de choix clairs. Je crois qu'il y a quelque chose qui est très clair aujourd'hui et qui est particulièrement triste pour la démocratie et la République. Personne n'en parle. C'est une abstention record et historique. On en a parlé un peu depuis le début de la soirée. Pas vous, Olivier Michel. Je parle des 2 concurrents qu'on a entendus à l'instant, qui parlent déjà d'alliance, etc. Mais attendez, on a des résultats qui sont complètement déformés. On a perdu le Rassemblement national dans cette région, mais
en France, presque 10 points par rapport à la réalité des forces en présence. Donc si vous voulez, moi j'ai 2 choses à dire par rapport à cette abstention. La première, c'est que je constate que le gouvernement a tout fait pour que les personnes s'abstiennent, puisque la mission régalienne et fondamentale qui incombe à l'État, c'est de remplir cette mission qui est de faire vivre la démocratie. On a constaté que les professions de foi n'arrivaient pas dans les boîtes aux lettres. On a constaté aussi un clientélisme particulier de M. Wauquiez, puisque beaucoup de maires LR ont envoyé des lettres à leurs habitants de manière massive. Monsieur Cotard, j'entends, vous nous l'avez dit tout à l'heure, ça, on a bien compris le message. Juste, non mais... il arrive 30 points devant vous, vous faites un score qui est 2 fois moins que celui qu'on attendait. Pour la première fois, l'électorat du Front National, qui est un des plus cohérents en fait dans le paysage électoral en France, semble s'être fissuré. Pour la première fois, Olivier Michel, l'abstention est historique et record. Mais y compris concernant les électeurs du Front National, du Rassemblement National. Évidemment, puisque ça ne représente pas les forces en présence, vous le savez bien. Vous avez 25% un premier tour. Je peux me permettre de parler. On a eu des maires LR, candidats sur les listes de M. Wauquiez, qui n'ont cessé d'envoyer massivement à leurs habitants des lettres appelant à voter pour M. Wauquiez. Et parallèlement, ces mêmes habitants n'ont pas reçu de profession de foi des autres candidats, en particulier du Rassemblement National, puisque nous y sommes punis. Vous avez, moi j'appelle tout simplement, d'abord et avant tout, pardonnez-moi si je ne suis pas comme les autres concurrents, j'appelle un sursaut républicain, un sursaut démocratique, un appel aux patriotes, à tous ceux qui subissent l'insécurité au quotidien, à tous ceux qui subissent l'islamisme au quotidien, à tous ceux qui vont subir les délocalisations, à aller voter. C'est extrêmement important. Vous l'avez peut-être pas entendu, mais c'est ce que dit aussi par exemple Najat Vallaud-Belkacem et Fabienne Grébert, qui disent en gros, si on veut gagner dimanche prochain, il faut qu'on ait un sursaut démocratique. Un rassemblement citoyen. Je vais vous dire la différence. Celui qui sursaute, c'est Daniel à côté de vous. Je vais vous dire la différence, c'est que je ne mets pas non plus les ELV de côté. ELV gère aujourd'hui pratiquement toutes les métropoles de notre région. Les élus Europe Écologie Les Verts ont aussi mis de leur influence pour aller faire voter leurs administrés pour leur liste. Donc je constate que celui qui subit de plein fouet l'abstention qui a été voulue à la fois pour le gouvernement et qui aujourd'hui subit le clientélisme de M. Wauquiez, c'est le Rassemblement National. Eh bien j'appelle solennellement tous nos électeurs, tous les patriotes à voter pour le Rassemblement National. J'entendais M. Wauquiez parler de sécurité. On oublie que c'était le ministre de Nicolas Sarkozy qui a supprimé 12 500 postes de policiers et gendarmes. Je pense qu'il faut une rupture et appeler les électeurs à voter pour le RN dimanche prochain. Alors, M. Cotarac, comment expliquez-vous que votre électorat se soit plus abstenu que, par exemple, l'électorat de gauche? Est-ce que cela tendrait à dire que votre électorat est plutôt un électorat protestataire et non pas un électorat d'adhésion comme on aurait pu le penser? D'abord, c'est faux, puisque toutes les enquêtes le prouvent. Il y a un taux d'adhésion à Marine Le Pen, par exemple, qui est supérieur à celui d'Emmanuel Macron. Donc il y a aujourd'hui... le résultat ce soir, en fait. Moi, je dis simplement une chose. Tout à l'heure, d'autres analystes disaient cela aussi. Je crois que beaucoup d'électeurs aujourd'hui ont appris qu'il y avait une élection régionale. Et je crois, et j'espère, en tout cas c'est mon souhait, que l'abstention recule massivement au deuxième tour. Le combat n'est pas terminé. On a la chance d'avoir 2 tours. Eh bien, au deuxième tour, je l'espère, les électeurs du RN voteront. Puisque tout à l'heure, vous parliez effectivement des maires et des écologistes, je propose qu'on écoute maintenant Bruno Bernard, qui est le patron de la métropole. Il a été interrogé il y a quelques minutes par Paul Satis. Surtout, Fabienne Grébert est 2e. Les sondages nous donnaient 4e ou 5e. Nous sommes ce soir 2e. Nous avons plus que doublé notre score de 2015. Nous sommes devant le Rassemblement National, loin devant La République En Marche. Et donc c'est une bonne chose, même s'il y a beaucoup trop d'abstention. Très loin. Et même si en effet le deuxième fait marquant en plus de l'abstention, c'est qu'il y a une prime au sortant très forte, qui est aussi liée à cette abstention très forte, et que tout l'enjeu pour le deuxième tour est de se rassembler avec la liste de Najat Vallaud-Belkacem, avec la liste de Cécile Cukierman, et d'essayer de convaincre les électeurs qui ne sont pas venus voter de venir voter dimanche prochain. Il n'y a aucun doute sur les négociations que vous allez mener ce soir. Moi, je ne m'occupe pas des négociations, mais moi, je souhaite, en tant que président de la métropole de Lyon, que ces 2 listes nous rejoignent. André Cotarac, il est 22h53. Est-ce qu'on peut vous demander de fendre un peu l'armure? J'ai une question. Attendez. Quand vous avez découvert les résultats tout à l'heure sur l'estimation en France 3,
Quelle a été votre réaction ? C'est une surprise, bien évidemment. On ne va pas vous mentir. Quand tous les sondages nous prédisent à 22, 24, quand la dynamique est de notre côté, et je crois qu'elle existe fondamentalement, mais que les électeurs ne sont pas mis au courant, qu'ils n'ont pas les professions de foi dans leur boîte aux lettres, manifestement, ça a des conséquences, et particulièrement pour nous. Je rappelle quand même que 38% des catégories populaires dans notre région votent pour le Rassemblement national. Ce sont celles qui, je s'en suis certain, vous le verrez demain, se sont le plus abstenues. Je les appelle à aller voter, parce que ceux qui souffrent aujourd'hui sont ceux qui votent. Vous avez lancé des appels. Non mais vous voyez aujourd'hui les Verts. Vous n'êtes pas dit bon sang, c'est la Bérésina. On s'est vraiment totalement manqué sur cette campagne. Il n'y a aucun moment vous vous êtes dit bon sang, Andrea, je me suis trompé, il y a quelque chose qui ne va pas. Pas du tout. Je constate que partout, dans toutes les régions de France, le RN baisse pratiquement de 10 points dans les sondages. C'est un fait accompli. J'appelle les électeurs du RN, chez nous, mais comme ailleurs, à aller voter pour le Rassemblement national. C'est une évidence. Je voyais ici, même y compris sur le fond, les Verts avec le PS, etc. C'est l'union des divorcés qui commence à se mettre en place. Voilà, c'est tout. Donc il faut un choix clair. L'alternative, j'en suis certain, crédible, l'alternative crédible, c'est-à-dire les rapports de force réels dans cette région, sont favorables au Rassemblement national. Encore faut-il que nos électeurs aillent voter. Le thème de la sécurité, quand même, c'est un thème qui vous est cher, sur lequel vous avez quand même discouru pendant très longtemps, voilà. Et finalement, ça vous a pas porté. La remarque tout à l'heure a été faite par Marie, et c'est incontestable. Moi, je suis quelqu'un qui rebondit tout de suite. J'ai appelé mes équipes à le relever la tête. Nous avons mené une campagne absolument formidable. J'appelle à relever la tête parce que, comme dans tous les sports, le match se poursuit jusqu'à la dernière minute. Eh bien, on a la chance d'avoir 2 tours. Nous allons mettre toutes nos forces ces 5 prochains jours de campagne pour que le Rassemblement national fasse les scores qui lui conviennent, en tout cas qui sont en lien avec la réalité des rapports de force dans la région. Alors sur l'abstention, Olivier Bianchi, le maire de Clermont-Ferrand, le maire socialiste de Clermont-Ferrand, s'exprimait un peu plus tôt sur ce plateau. Je vous propose de l'écouter. Vous avez raison, on a tous une responsabilité, les élus d'abord. Peut-être que nous n'expliquons pas assez ce que nous faisons, peut-être que nous nous complaisons quelquefois dans les combats d'appareils, mais c'est aussi, il faut le dire, un recul de la connaissance institutionnelle de notre pays. On va peut-être s'interroger sur l'enseignement de la démocratie dans nos lycées. C'est aussi une responsabilité de journalistes qui quelquefois préfèrent s'intéresser aux petites phrases qu'aux dossiers de politique publique. Et enfin, c'est une responsabilité des électeurs qui se plaignent dans la rue mais ne sont pas capables de saisir l'opportunité du bulletin de vote pour signifier finalement le choix qu'ils veulent opérer. Donc responsabilité collective, et la classe politique doit prendre sa part, toute sa part. Voilà, c'était donc un commentaire d'Olivier Bianchi sur la question centrale, l'enseignement central de cette soirée, à savoir un taux d'abstention qui est historiquement haut. Je vous propose maintenant d'écouter celle qui apparaît ce soir comme finalement, c'est pas la gagnante bien sûr, mais en tout cas qui est plutôt sortie de manière favorable dans ce scrutin, là où on l'entendait pas, à savoir l'écologiste Fabienne Grébert. Et comme Najat Vallaud-Belkacem tout à l'heure, elle appelle au rassemblement. Ce soir, nous pouvons changer la donne en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce soir, nous devons à nos électrices et à nos électeurs de nous rassembler pour leur offrir une victoire le 27 juin. Ce soir, nous devons aux abstentionnistes de nous unir pour leur montrer que le système politique dont ils se détournent, nous le contournerons. Ce soir, j'ai la responsabilité de rassembler toutes les forces citoyennes, les forces de gauche, les forces écologistes et humanistes, tous ceux qui aspirent à la justice sociale et à la justice environnementale. Nous le contournons pour leur offrir une alternative politique, un projet pour le climat, un projet de justice sociale, un projet de nouvelle donne économique, un projet d'avenir. Ce soir, nous devons aux habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes de se rassembler et de rassembler toutes celles et ceux qui refusent de laisser la région à la droite extrême et à la droite du Rassemblement national. Voilà, Fabienne Grébert sous les applaudissements de ses supporters, de son équipe. Daniel, on l'a vu tout au long de cette soirée, ça y est, la carte se dessine pour le second tour. Laurent Wauquiez est très très loin devant, Fabienne Grébert donc en deuxième position. Troisième suivrait Andrea Cotarac. Et cette campagne du second tour s'annonce peut-être un peu plus musclée, enfin, que la première. Elle sera, je pense, très musclée.
Et ce n'est pas forcément Andrea Cotarac qui va la muscler le plus. Je pense que c'est la liste d'union des gauches. Il ne faut plus dire union de la gauche, mais union des gauches. Union des divorcés. C'est plus juste. Ça, c'est votre propos. C'est elle qui va essayer d'être à l'attaque. Le cumul des voix de gauche fait qu'ils ont un gap de 10 points par rapport à Laurent Wauquiez. Compte tenu du taux de participation, ils peuvent espérer effectivement créer une dynamique. C'est difficile quand on a fusionné 3 listes de créer une dynamique, mais l'enjeu du deuxième tour, il va être là, à moins qu'on ait effectivement une surprise RN. Mais le principal enjeu sera bien effectivement une possible dynamique de gauche sur une base très offensive et donc, je pense, musclée. Donc une campagne de second tour qui s'annonce assez dure. Et une possible remobilisation des électeurs en quelques secondes? Alors, qui a le plus de réserves de voix? Je pense qu'effectivement, le RN a un peu plus de réserves de voix que les autres listes, parce que je l'avais signalé, l'électorat jeune ou l'électorat âgé notamment, ou les classes populaires, souvent fournissent les rangs des abstentionnistes. Donc, il est possible que les réserves de voix soient un peu plus importantes au RN. Après, gauche-droite, je ne sais pas. Et il faut bien un peu de suspense pour la semaine prochaine. Et vous redonnez le sourire à Andrea Cotarac. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau ce soir. On prend de la hauteur et on fait un peu le point sur ce qui se passe au niveau de notre pays. Carole Gessler et Francis Letellier dans un instant. Et on se retrouve nous à 23h30. Bonsoir, la soirée spéciale sur France 3 consacrée au premier tour des élections régionales et départementales se poursuit. Nous sommes ensemble maintenant pendant 1 heure pour analyser, débattre et tirer les enseignements de ce premier tour donc. Rebonsoir, une abstention historique, 66